effectivement en coup remporté par Levier de Fou qui le propulse en chip leader désormais. C'est le coup de sa carrière online, c'est exceptionnel. J'ai assez vite gagné beaucoup en sit and go en fait. Et après c'était l'anarchie la plus totale quoi, c'est-à-dire que je rentrais bourré, je faisais des heads up 1000, c'était vraiment n'importe quoi. C'était facile. J'ai pu arroser tout le monde pendant toutes ces années-là. On sortait en boîte, c'était des soirées gargantuesques, c'était absolument génial. On avait beaucoup de liquidités, quoi. Et on fait une coloc géante dans une superbe villa à Lorine de la Torre. Et on commence à jouer, à grinder. C'était une période complètement folle. Une période où j'ai eu beaucoup de succès au poker, mais où on s'est quasiment tous broke là-bas. Et j'ai cramé tout l'argent. Et donc, quand je suis revenu à Grenoble, j'avais non seulement perdu tout l'argent, mais j'avais 30 000 € de dettes à rembourser à ces stackers. Et là, je pleure. Salut Pierre. Salut à tous. Très content de te recevoir pour cette première All Interview, un nouveau modèle d'émission. On va parler en tête-à-tête et puis on va rentrer un petit peu dans la vie d'un des joueurs les plus connus aujourd'hui du poker français, mais qu'on a un peu envie de redécouvrir parce que j'ai l'impression que tu as eu tellement de visages, tellement de facettes qu'on a tendance à oublier un petit peu le Pierre de ses débuts. Et donc justement, on va revenir dans le passé. On va commencer par la base. Raconte-moi ta toute première partie de poker. Alors, ma toute première, je ne pourrais pas te la dire avec précision. J'ai le souvenir de mon premier contact avec le poker. C'était, en gros, j'étais en prépa HEC au lycée Champollion à Grenoble. Et on avait deux sections distinctives qui étaient ECE pour ceux qui venaient de S et ECS qui venaient de S. On avait certains cours en commun qui étaient des cours de langue. Et il y avait un mec qui s'appelait Mathieu Moreau en ECS qui venait toujours avec des jetons en fait, dans sa trousse. Et il faisait des chip tricks. Et ça m'avait un peu fasciné parce que tu sais, il y avait cette espèce de chip tricks où il prenait le jeton, tu sais, il les faisait rouler, etc. Et j'avais demandé, mais c'est pourquoi t'as ces espèces de rondelles là, c'est bizarre. Il m'a dit, je joue au poker. Et ça m'avait interpellé parce que dans ma famille, on jouait un petit peu aux cartes, etc. On faisait notamment dans ma famille sicilienne du 7,5 souvent, qui est une sorte de blackjack. C'est un bon souvenir. Du coup, j'étais allé me renseigner un petit peu sur qu'est-ce que c'était. Et le lendemain, j'étais arrivé et j'ai eu ma première question de poker. Je lui avais demandé, mais est-ce que du coup, roi 10, c'est une bonne main? Et là, il avait répondu, bah, ça dépend d'où tu es situé, quoi. Et là, c'était incroyable, quoi. J'avais tout un monde qui s'était ouvert à moi. Et c'était mon premier contact avec le poker. Alors après, ma première partie, je pense que c'était dans un bar qui s'appelait le Subway. C'est-à-dire qu'on payait 5 €, il me semble, l'inscription. Moi, je jouais un tournoi free roll, tu sais, avec les jetons pourris et les cartes horribles, pleines de bière et tout. Et à la gagne, t'avais, je m'en souviens, c'était soit un fût de bière, soit 3 DVD, où il y avait genre la tourmente panasse infernale, des trucs comme ça. Deuxième, tu avais 2 consos, et troisième, j'en sais rien, voilà, des trucs comme ça. Et on a beaucoup joué là-dedans. Et après, j'ai beaucoup joué tout au long de la prépa chez des amis, quoi. Mais tout de suite, piqué, tu sens que le jeu il est spécial pour toi Alors, ou pas? en prépa, non, parce que quand même, on devait travailler beaucoup, mais on jouait une fois par semaine. On se réunissait, parfois on jouait dans la cave d'un pote, par exemple. Et on jouait donc nos parties à 2 €, 5 €, c'était un peu n'importe quoi. Je me souviens que, par exemple, à un moment, j'avais genre Dame Valet sur Dame Dame 8 et on m'avait fait gagner le coup contre 2-8, par exemple. Ah ouais, ok, pratique. Ouais, parce qu'on savait pas les règles trop. Et après, on a joué assez régulièrement, une fois par semaine. Et après, on faisait de temps en temps un roller à 10 balles où là, on jouait vraiment de l'argent, quoi. C'était le 10 € et c'était parti comme ça. Et après, j'ai beaucoup plus joué quand j'ai intégré Toulouse Business School où là, c'est devenu plus sérieux, quoi. Alors plus sérieux justement, comment ça se marie avec ta vie étudiante à cette époque-là, le poker, c'est quoi? C'est juste un hobby, une distraction ou est-ce que c'est déjà un petit complément de revenu qui te permet d'arrondir les soirées du samedi soir? Comment ça se passe? En fait, c'est arrivé que d'abord, je jouais un petit peu en cash game, en NL 5, NL2, des choses comme ça, où en fait, on prenait la CB, on mettait nos 10 balles qu'on avait et on essayait de faire 4 tables full bankroll avec les potes, quoi. Et après, c'est devenu un peu plus sérieux. J'ai beaucoup fait 0, 300, 0, 300, 0, 300, etc. Et après, c'est devenu, après, j'ai rejoint Grenoble Poker, j'ai commencé à discuter un peu plus stratégie, etc. Et là, c'est devenu plus sérieux. J'ai d'abord fait des sit and go, pas mal, des 180 joueurs. Et après, j'ai construit assez vite une bankroll, en fait, sur full tilt à l'époque, dès que je suis arrivé à Toulouse, où j'ai assez vite gagné beaucoup en sit and go, en fait. En sit and go, et après, c'était l'anarchie la plus totale, quoi. C'est-à-dire que
si j'avais gagné 5000 en sit and go, après, je pouvais complètement aller faire une partie en L2000 si j'en avais envie. Ou des fois, franchement, je rentrais bourré, je faisais des heads up 1000. C'était vraiment n'importe quoi. C'était des soirées au Vertigo, du coup, justement? Non, ça c'était à Toulouse. Donc c'était plutôt des OB étudiants, des choses comme ça. Et j'avais assez vite monté une bankroll à plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et je m'en souviens d'un coup où j'étais en tilt, en fait. Je faisais des martingales de sit and go, où j'ai fini à jouer un heads up 5K contre alors j'en ai joué 2 dans ma vie. J'en ai joué un contre Timoshenko, Ok. que j'ai perdu. Et un contre Dan Coleman, celui qui a eu le run de fou, Ouais. là que j'ai gagné. Mais ça c'était plus tard à Malaga. C'était quoi ta qualité de joueur de poker à l'époque qui a fait que tu as pris tout de suite la tangente? C'était la patience, c'était la sélection, La patience, je pense l'agressivité? pas. Non, mais ça pourrait. Non, c'était j'avais étudié pas mal de dénombrement de probabilités, etc. en prépa. Plus j'avais une sorte d'appétence pour ce jeu, ce qui faisait que j'arrivais à beaucoup parler de main avec des joueurs. J'avais aussi envie de progresser techniquement, donc il y avait certaines chartes qui commençaient à apparaître. Il y avait des trucs qui s'appelaient PokerStove, je sais plus exactement Tout les à fait. logiciels qu'on utilisait. Et on utilisait ça pas mal en fait, et rien que ça nous donnait des approximations sur les ranges de shove, sur les ranges de call, etc. Et rien qu'avec ça, on arrivait avec des mecs comme Flavien, des mecs comme Clément, Tumi à Fabien Guénan, l'époque, Clément Tumi. à beaucoup crush quoi. C'était facile. Au fur et à mesure, le poker commence à prendre de plus en plus de place par rapport à tes études. Comment ça se passe la fin de tes études? Non, alors du coup, j'ai un cas avec Toulouse et là, clairement, le poker prend toute ma place. C'est une époque où je rêve poker, je rêve de main de poker. Je suis dans un espèce de monde où ce qui compte, c'est les soirées, les meufs et le poker, quoi. Sachant que c'était beaucoup le poker, c'est-à-dire que même quand j'étais en amphi, limite, j'étais en train de regarder des vidéos stratégiques où il y avait un côté... on parle souvent de la frontière entre l'addiction et la passion. Il y avait certainement un peu des deux, mais c'est ce qui m'a permis de devenir très très fort. Putain, je faisais quand même pas mal de sous, quoi. Pas mal de sous, et c'était une période géniale, quoi. J'ai pu payer mon école, du coup que j'ai abandonné, etc. J'ai pu arroser tout le monde pendant toutes ces années-là. On sortait en boîte, c'était des soirées gargantuesques, c'était absolument génial. On avait beaucoup de liquidités, quoi. Et ça m'a permis d'avoir une jeunesse qui était vraiment extraordinaire. Alors, il y a un épisode qui est mythique, que tu avais raconté dans un blog tout aussi mythique, c'est Malaga. Qu'est-ce qui s'est passé à Malaga? Raconte-nous pour ceux qui ont oublié. Donc je finis Toulouse, je rembourse mes parents qui ont payé l'école, etc. Et on décide avec les quelques dizaines de milliers d'euros qui nous restent de partir par hasard dans une ville. On veut partir de la France, on veut voir de nouveaux horizons et on se localise à Malaga avec Léo Célèze, Antoine Fontaine, Alban Gasso, etc. Ils sont plus du tout les joueurs professionnels, mais il y a Flavien, Dorian M qui sont venus nous voir aussi. Un autre mec qui s'appelait Louis, on y reviendra peut-être après. Et on fait une colloque géante dans une superbe villa à Lorine de la Torre, qui est à une vingtaine de kilomètres de Malaga. Et on s'installe et on fait une grind house permanente en fait. Et on commence à jouer, à grinder. C'était une période complètement folle. Une période où j'ai eu beaucoup de succès au poker, mais où c'était presque un film ou un roman, quoi. Je suis arrivé très ingénu, très excité, et j'ai tout de suite eu un énorme upswing, en fait, où j'ai gagné presque 100K sur les tables, Full Tilt, Poker Stars, etc. Assez rapidement. Et là, on va en boîte, dans une boîte qui s'appelle la Sala Vengue, qui doit toujours exister d'ailleurs, et on rencontre un groupe d'Espagnols qui font un anniversaire là, et il se trouve que je tombe éperdument amoureux de l'une d'entre elles. Et ça a été un des épisodes les plus marquants de ma vie. Alors maintenant depuis 5 ans, j'ai quand même eu un autre épisode marquant avec ma nouvelle femme, etc. et mon bébé qui est arrivé, mais pendant longtemps ça m'a marqué parce que j'étais éperdument amoureux d'elle et elle se foutait un peu de ma gueule, quoi. Et, c'était ces épisodes marquants. En fait, j'étais en compétition avec un footballeur pro de l'équipe de Malaga qui avait aussi joué l'Euro avec l'Espagne, etc. C'était la star de la ville et moi j'étais en compétition avec ce gars. Et en fait, moi je suis arrivé avec tout mon amour, je donnais mon cœur comme ça sur un plateau de manière très naïve et très sympa, quoi. Et elle a choisi l'autre, quoi. Et je me souviens toujours d'un moment où il y avait un petit peu ce truc un peu symbolique. En fait, elle était serveuse dans cette boîte-là, d'accord. Et à un moment donné, on l'attend
le mec et moi à la sortie, et elle part avec le gars, quoi. Et je les vois partir, et c'est comme si mon cœur s'était détaché de mon corps, quoi. Et qu'on m'avait piétiné, quoi. Ça a un impact sur les tables, ce genre de choses? Horrible, parce que du coup, en fait, comme le mec était riche, je voulais compenser, en fait, je voulais surcompenser en disant, regardez, moi aussi j'ai de l'argent, moi aussi j'achète des bouteilles, etc. On arrivait en boîte, dans cette boîte pourrave de Malaga, on avait des 5 dompés, enfin, on s'est quasiment tous broke là-bas. Ouais, on s'est quasiment tous broke. On est tous revenus, et en fait, ça a eu comme un impact énorme sur ma vie, dans le sens où j'étais stacké, donc c'est-à-dire que des mecs avaient investi sur moi, et j'ai cramé tout l'argent. Ah oui. Et j'ai cramé tout l'argent, et donc quand je suis revenu à Grenoble, j'avais non seulement perdu tout l'argent, mais j'avais 30 000 € de dettes à rembourser à ces stackers. Et les mecs étaient pas super sympas dans le sens où ce qui est normal, hein, ils avaient investi, ils disaient t'as gagné, tu dois me rembourser. Et moi je pouvais pas. Et donc ils m'ont quand même mis une pression énorme, sauf qu'en fait, j'avais pas de moyens, enfin l'argent tu vas pas T'avais gagné aux tables, cramé en boîte, cramer en boîte, la et part je pouvais qui plus devait leur rembourser. revenir, quoi. Voilà. Ok. Et dans le même temps, ce qui était horrible, c'est qu'un de nos autres colocataires nous avait volé de l'argent, en fait. C'est-à-dire qu'il s'était connecté avec nos comptes, il avait joué des parties, il avait perdu l'argent. Et donc il y a cette anecdote aussi qui est folle, c'est que mon pote Léo Céleste, du coup, qui est le mec le plus gentil et le plus honnête de la Terre, il avait 20 000 $ sur son compte de poker, et un beau jour, il se connecte, il y a 0. D'accord? Et il se dit, putain, je me suis fait hacker le compte. Donc je me suis fait pirater le compte et il demande une enquête au site. Et le site, il dit non, vous êtes bien connecté avec votre PC d'habitude, et on vous envoie les mains. Et en fait, il voit son compte jouer en 1, 2, 2, 4, 3, 6, 5, 10, 10, 20, et monter de limite, et au fur et à mesure tout perdre. Et en plus, ce qui est horrible, c'est qu'il voit son compte bad run se prendre setup sur setup de 8 ans, flush contre flush, full contre full, etc. Et en fait, à ce moment-là, lui, il n'était pas en Espagne, et il n'y avait qu'une seule personne en Espagne, c'était ce dernier coloc. Et en fait, il se rend compte que c'est lui qui se connectait, et qu'il a perdu l'argent. Il l'appelle, et lui dit est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et le mec, il fait non, tout va bien, Malaga, aucun problème, etc. Et donc, en fait, l'amitié était brisée parce qu'il l'avait trahi, et parce qu'en plus, il a fait ensuite, il a fui, en fait. C'est-à-dire qu'il nous a plus jamais reparlé, il nous a bloqué de partout. Ouais. Et on avait même essayé de contacter ses parents, etc. parce qu'il avait volé de l'argent un peu à tout le monde après. Enfin bref, il avait contracté des dettes, il n'arrivait plus à les rembourser. On avait contacté ses parents, ils ont dit qu'est-ce que c'est que cette histoire? Dégagez tout de suite de nos vies. Et donc on a été... La gentillesse et l'honnêteté n'avaient pas été récompensées ce coup-ci. Et ce qui est fou, c'est que on a reçu un message il y a peut-être maintenant 1 ou 2 ans de ce mec qui nous a dit ça y est, je suis devenu avocat. Maintenant je gagne ma vie. Et il a remboursé tout le monde. Ah waouh. Ouais. Ok, l'histoire se finit bien. Ouais. Bon, en tout cas, on dirait que c'est comme une page qui se tourne, quoi, quand Malaga se termine. Donc vous repartez de là-bas la queue entre les jambes? Bah ouais, j'ai toujours cette anecdote où j'arrive. C'est un truc de ouf parce que du coup, j'ai plus d'argent, mais zéro. Et qu'en fait, quand t'as plus du tout d'argent, il y a une espèce de machine horrible qui se met en place, qui est que par exemple, tous tes abonnements internet, j'avais une clé 4G, des trucs comme ça, en fait, ils t'envoient des lettres de relance de mise en demeure d'avocat. Et donc, t'as cette espèce de journée où toute la journée tu reçois des lettres qui te rappellent que tu dois gagner de l'argent, etc. Et ça prend toute la place, tout ton quotidien en fait. Et moi j'arrive donc, je prends un vol du coup avec mes derniers sous, Malaga, Lyon, et là le vol est détourné pour mauvais temps, et j'arrive Malaga et j'arrive à Bâle, en Suisse mec, pas une thune. On arrive à 2h du mat à Bâle, j'ai pas une thune et aucune nouvelle de la compagnie quoi. Et donc, je vais me débrouiller. J'ai trouvé un couple qui a accepté genre de me faire dormir dans un hôtel avec eux, de m'amener à Mulhouse. Et ensuite, j'ai pris le train Mulhouse-Grenoble en fraudant parce que j'ai plus de thunes et j'ai pas été contrôlé et je suis arrivé à Grenoble. Je me mets dans le salon de mes parents et là, je pleure. Je pleure et pendant une semaine, je suis par terre, quoi. Et après, au bout d'une semaine, quelle est la solution ? Je dis à mes parents, ok, je vais m'inscrire en fac de droit. J'y vais pas. Les matins, je pars chez Flavien qui avait une maison, qui avait un appart d'étudiant, et je gagne toute la journée sur les tournois à 1 €, 2 €, 5 €, toute la journée. Et là, ce qui est fou, c'est que
Donc ça doit être en septembre. En janvier, j'avais remonté 100 000 euros de run. Alors justement, c'était clairement la question qui allait suivre. De toute façon, après cet épisode, j'ai l'impression, Malaga, il faudra l'adapter en long métrage un jour. Ça pourrait faire 2 heures. Mais c'était l'image qui te colle complètement à la peau à cette époque. C'était ton visage de l'époque. D'ailleurs, il y a le côté un peu effectivement dégène, soirée, mais aussi cette capacité à se broker et à rebuild en continu, qui t'a certainement d'ailleurs permis d'être le joueur que tu es devenu après, parce que je pense que c'est important au poker d'être capable d'encaisser ces swings, et toi tu les encaissais de la manière la plus extrême possible. Mais quel était ton secret, cette abnégation? C'était à force de justement tomber au fond du seau que tu apprenais à mieux remonter comme ça, parce que... Non, c'est juste que j'étais tellement supérieur aux tables aux autres que je faisais beaucoup d'argent. Le truc, c'est que du coup, en fait, ce que ça faisait, c'est je tombais à 0, je remontais 100 000. Après, tout ce dont j'avais envie, c'était de faire la fête. Donc, je dépensais des tonnes, j'allais en boîte, c'était 1500 à chaque fois, quoi. Est-ce qu'en fait, tu savais que ce serait facile de remonter? Donc du coup, tu Je te sais pas laissais si c'était pas calculé, en gros, c'était pas calculé, mais en fait, j'avais tellement un plaisir de ouf à vivre cette vie-là. On voyageait, on allait jouer le PT Deauville, tu vois ce que je veux dire? On allait en boîte le soir, on arrivait bourré de ouf. Enfin, c'était incroyable, c'était une vie de rock'n'roll, quoi. C'était une vie de rocker. Et du coup, après, je retombais à 0 parce que forcément, je jouais comme une merde parce que j'étais pas du tout focus ou je jouais pas. Et quand j'avais un train de vie dispendieux, ça descendait vite. Et je remontais à 100 000 ensuite à chaque fois. Souvent, j'avais des mecs qui me stackaient, etc. aussi, qui me stackaient, etc. Donc, j'avais toujours un peu de quoi faire, quoi. De quoi faire. Et les tables étaient tellement belles que, en fait, ça montait tout seul. Et aujourd'hui, ça fonctionnerait, ça, aujourd'hui, tu penses, sans compter ta vie de papa, sans parler de ça, voire même... Tu veux dire, si par exemple, t'es un jeune est-ce qu'aujourd'hui, tu pourrais vivre de la même manière, ou un jeune pourrait se dire, franchement, j'ai monté 100 000 en 6 mois, tu vois, typiquement un Thomas Santerne, tu penses que ça peut... Il n'a pas monté 100 000, par contre. Non, mais est-ce que c'est ce genre de mentalité qui peut faire encore la différence aujourd'hui? Est-ce que du coup, ça te permet de monter plus vite? Si tu te dis, est-ce que c'est aussi facile aujourd'hui de... Ça dépend quel est l'objectif. Si ton objectif, c'est de devenir riche, non, il ne faut pas le faire. Parce que tu vas toujours avoir ce cycle de stagnation, tu vas faire 0, 100 000, 0, 100 000, etc. Surtout aujourd'hui, effectivement, c'est quand même plus dur. Parce que le niveau a augmenté. Par contre, honnêtement, aujourd'hui, tu me mets online à jouer des 50 balles et des 20 balles toute la journée, je te sors 5 000 par mois facile, quoi. Facile. Ok. Alors c'est intéressant ce que tu viens de dire. Si ton objectif c'est de devenir riche, toi t'as pas de regret de cette époque-là? C'est-à-dire qu'évidemment, tel que tu l'as décrit, on voit les swings, on voit la vie, mais on sait que ça t'a construit et que c'est des souvenirs de fou. Mais est-ce que tu te dis pas, par exemple, comme beaucoup de joueurs peuvent se dire après 5 ans, après 10 ans, putain, si à l'époque j'avais bossé plus, je serais encore plus loin aujourd'hui. Est-ce que tu t'es déjà dit ça? Alors plus loin aujourd'hui, je suis quand même déjà pas. Enfin, l'aventure Winamax, ça a quand même changé beaucoup de choses. Oui, je regrette des choses. Je regrette des choses, surtout que maintenant En fait, aujourd'hui, avec plus de maturité, forcément, je me reproche des choses parce que j'avais pas de valeur de l'argent et c'est important de l'avoir, cette valeur. C'est-à-dire que, par exemple, plutôt que d'aller mettre 5 000 balles ou 10 000 balles, parfois comme ça a pu arriver, dans des soirées de merde à Las Vegas pour enrichir des promoteurs et franchement, les soirées étaient même pas si ouf. Non. Oui, clairement, j'ai des regrets, quoi. Clairement, j'ai des regrets parce que c'est de l'argent que j'aurais pu mieux investir, c'est de l'argent que j'aurais pu aussi investir pour aider les autres, c'est de l'argent que j'aurais pu investir pour avoir plus de souvenirs et plus d'émotions, c'est-à-dire faire un gros voyage avec 10 000 balles, c'est quand même mieux que d'aller se taper une soirée à 10 000 euros de merde à Vegas, tu vois ce que je veux dire, qui est complètement évanescente et qui est un peu vulgaire, quoi. Donc oui, j'ai des regrets là-dessus. Et si jamais je devais revenir en arrière, allez, mets 500 balles dans ta soirée, tu vois ce que je veux dire, fais-toi un kiff, mets 500 balles. Par contre, les restos où ça coûtait cher, je kiffe pas non plus. Un Robuchon. Du côté du poker, tu te dis pas que... Non. Parce que si j'avais été un acharné de travail, oui, peut-être que j'aurais beaucoup plus. C'est ça, tu dis que c'était très facile. Donc ouais. Justement, ce j'aurais côté pu très monter plusieurs facile, tu vois, t'aurais pu peut-être encore plus l'exploiter. Ah bah clairement, si j'avais été un acharné, j'aurais monté plusieurs millions. Mais le truc, c'est que ce pan de ma vie où quand je dis qu'on était les rois, mais t'as 20 ans, 22, 23, t'es le roi. C'est-à-dire que t'as accès à des choses, on avait la meilleure table, on avait plein de meufs, c'était l'explosion, quoi. Les explosions, les afters de fou. Il y avait trop aussi, hein. Il y avait de l'alcool, il y avait de la drogue, etc. C'était rock'n'roll, quoi. C'était rock'n'roll. Et non, je regrette pas parce que c'était dingue. C'était dingue. Mais ouais, tu prends là, 2012, 2013, c'était le Far West, on était à Grenoble, on était les kings. Tu vois ce que je veux dire? Malaga, on était les kings, c'était incroyable.
Mais non, je regrette pas, c'était incroyable. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le poker aussi depuis, et même dans le milieu pro. Je pense qu'aujourd'hui, les jeunes qui veulent devenir pro, ils y vont moins pour cette vie de roi. Il y en a certains qui le vivent un peu comme ça, mais il y en a aussi qui y vont parce que Presque il plus. faut bosser et que c'est comme ça qu'ils vont y arriver. Mais justement, cette professionnalisation du milieu, on va en parler pour toi. Et on va parler de la principale étape de ta vie, de ta carrière de joueur de professionnel, c'est bien sûr le sponsoring de Winamax. Pareil, on revient au tout début. Ça se passe comment? Comment est-ce que tu t'es contacté? En fait, je savais déjà que j'étais dans une shortlist pour être recruté, parce que c'était Michel qui m'avait appelé. Et à ce moment-là, c'était un peu de notoriété publique. J'allais faire une émission qui s'appelait La Maison du Bluff, qui était sponsorisée par PokerStars. D'accord. Et Jean-Michel m'avait appelé, il m'a fait tu sais Pierre, franchement, peut-être c'est pas utile que tu fasses cette émission, etc. Parce qu'en fait, je pense qu'il savait que j'étais sur la shortlist, qu'il me disait putain, si ce mec avec PokerStars, ça va peut-être pas être très bon, quoi. Et en fait, du coup, j'ai fait cette émission. Et ça, de ce que j'ai compris, en fait, ça avait retardé mon entrée dans le team, mais ils avaient déjà comme projet de me recruter. Après, comment ça s'est passé pour moi? Du coup, je savais que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'avais 10 Prenants Sismix et que Stéphane, j'étais à la table du coup de Guignol, de Laquet, de Davidi en demi-finale. Belle table. Belle table, ouais. Et on s'envoie des péchants toute la journée avec Davidi, qui me own d'ailleurs. Et je finis, je sais pas, demi-finale, peut-être 10e, quelque chose comme ça, je sais plus exactement. Et Stéphane Matteux me tape sur l'épaule et me dit un jour tu seras un grand joueur. Et là je savais qu'il y avait quelque chose qui s'intéressait à moi, quoi. Et après, alors je sais plus exactement combien de temps après, je reçois simplement un message très prosaïquement sur Facebook, salut Pierre, est-ce qu'on peut s'appeler? Et je savais en fait. Ouais. Il est pas mal ce message. Je le savais en fait. C'était quoi? Il faut créer un faux compte Stéphane Matteux et contacter les gens sur Facebook. En disant Tu peux envoie-moi 10 000 Tu d'abord. peux leur voler tout l'argent que tu veux, on va y aller. Vas-y, la paye safe card, il n'y a pas de problème Stéphane. Envoie-moi 10 000 par PaySafe et tu vas ton contrat ensuite. Top Shark. Bon alors c'est quoi les échanges? Ça te fait quand même quelque chose à ce moment-là? Qu'est-ce que c'est pour toi d'être sponsorisé? Quand il te dit ça avant l'appel, tu te dis ok, là il y a peut-être un spot qu'il faut que je prenne, quoi. En fait, très grosse excitation parce que le team Winamax c'est la légende. C'est en plus il y avait des joueurs qui... C'était qui le team à l'époque? Resitue un petit peu. Lelouch, Laquet... 2015, hein. Ouais, donc t'as Lelouch, Laquet, Davidi, tous les fous en fait. Tous les fous, à l'époque, ils sont vraiment fous. Et c'est un team légendaire. Tout simplement, c'est un team légendaire qui est connu à la fois pour ses résultats, c'est-à-dire qu'ils ont des résultats de ouf, ils font des perfs à 500K dans tous les sens, mais aussi, ils en foutent de partout. C'est rock'n'roll, c'est after, c'est ça picole, c'est légendaire et ça correspond vachement bien à ce que moi je vois, à ma personnalité de l'époque, quoi. Et donc ouais, forcément beaucoup d'excitation parce que je me dis putain, ça va peut-être être moi, petit grinder online, mais petit grinder online, mais quand même j'avais déjà une expérience de sponsoring avec Poker Associé, j'avais eu le pic Rocher chez PokerStars, donc c'était pas non plus, je passais pas de inconnu à directement Team Pro, il y avait eu des étapes avant, mais là je me dis ouais, là ça va être la cour des grands, quoi. Ok, les débuts c'est comment? Tu t'intègres vite? Comment ça se passe? En fait quand j'arrive, il y a 2 départs, Adrien Guyon et Laquet, d'accord, et Lelouch aussi. Ah oui, donc qui part avant, ouais. Donc t'arrives là, au moment où il y a peut-être une page qui se tourne un petit peu. Et là, je sens qu'il y a quand même une espèce de transition un petit peu qui s'opère. Mais moi, dans mon esprit, à ce moment-là, je suis là pour la passation. C'est-à-dire que je suis là pour perpétuer l'esprit qui était, selon moi, Winamax, qui était de la défonce, quoi. D'accord? Et donc, j'arrive vraiment dans cette optique en disant... Ludovic Laquet, ton fantôme est là en moi. Et je on vais va en te foutre rendre, partout. je vais te rendre hommage. Voilà, je vais te rendre hommage, mon Lulu. Et je vais en foutre de partout. Et on verra que c'est effectivement ce que j'ai fait. Alors, mais justement, du coup, visiblement, il y avait peut-être une erreur sur le casting. On t'avait pas bien briefé sur le rôle. Parce que quelques accrochages avec Stéphane au début. En fait, les premières années avec Steph, c'était ultra dur. Ultra dur parce que j'étais un jeune adulte, presque enfant, très immature. Et pour moi, dans mon esprit, j'étais, comme je vous ai dit, dans la perpétuation de l'esprit que j'estimais de Winamax, qui était... un peu cet esprit WPO Dublin, si on arrive, on va jouer bourré, on se couche à 4h du mat, pas du tout l'esprit de professionnalisation, quoi. Et donc du coup, forcément, ça crée un clash parce que j'étais pas dans une période de ma vie où je voulais être professionnel et où je pouvais être professionnel,
Et Steph recherchait cette professionnalisation. Du coup, en fait, on s'engueulait, mais tout le temps. Et c'est même allé très loin, quoi. Très loin dans le sens où il y a plusieurs anecdotes qui sont après assez marrantes. Quelques-unes, vas-y, raconte. Quelques-unes. Il y en a 2 marquantes. Une où je dois animer la masterclass donc du WIPT à la Villette, qui est un énorme truc quand même. Et où je sors avec Sylvain Lousely. J'ai même réussi à dévergonder Sylvain. Ah, il y avait Sylvain dans le team. J'ai même réussi à dévergonder Sylvain Lousely. On sort, on va en after. Comment ça s'appelait cet after à Paris sur une péniche là? La Concrète. Laisse-moi te dire qu'on n'a pas bu que de l'eau. Et là, on avait pris un Airbnb. On rentre à 9h du mat. Et on avait rendez-vous genre à 10h30. Et là, Sylvain me dit, écoute Pierre, ce qu'on va faire, on n'est vraiment pas bien. On va dormir une petite demi-heure et on y va. Non, quelle erreur. Et là, je le revois arriver en calbar. En disant, putain Pierre, je crois qu'on a déconné, c'est 17h. Donc en fait, 17h le dimanche, il n'y a plus rien. C'est fini. D'accord? La vidéo est terminée. Et là, j'allume mon portable et je sais, tu sais, ces moments, t'as un peu la boule au ventre, quoi. Et je vois genre 57 appels en absence de Steph. Un mot, il faut qu'on parle. Point. C'est le même que le message Facebook quand il voulait sponsoriser. Mais l'intonation, tu le lis pas de la même manière. L'intonation n'est pas la même. Et après, j'avais fait quand même beaucoup de phrases. Il y avait mon premier dans la tête d'impro à Marrakech, où pareil, je m'explose jusqu'à 8h du matin. Et en fait, l'équipe m'attend pour filmer. Et je suis pas là, en fait. Ils savent pas où je suis. Donc là, tu nous fais tilter le coach, quoi. Non, et là, j'ai carrément fait tilter les boss. Ouais, donc là, c'était pas très bon. Et en fait, du coup, après, je fais les pires épisodes de Dans la tête d'un pro qui est jamais arrivé. C'est-à-dire que j'arrive lunettes de soleil. Alors, j'avais avec les lunettes de soleil à la gerbe complète. Et je buste mes 2 boulettes en 3 minutes en faisant n'importe quoi. Donc la sidération un peu. Et là, j'ai senti que ça l'avait tilté. Et puis, je vais vous montrer quand même que c'est quand même... on avait quand même des relations qui étaient quand même relativement tendues parce que je le saoulais tellement, en fait, à jamais être là, à jamais être pro. En fait, j'étais pas là, en fait. Il m'avait dit, oui, péter Grenoble, tu dois le faire. J'étais pas allé le 2e jour, mec. Je sais pas ce que je foutais, en fait. Comment ça se fait que tu sois encore là? C'est ça la vraie question. J'y étais pas allé, mec, le 2e jour. Et non, mais attends, tu sais qu'ils m'ont eu quand même, parce que c'est quand même du génie. C'est-à-dire que on fait le WIPT qui est sur 2 jours. Donc, je fais le samedi, d'accord? Et là, Volatile a un problème, il peut pas venir le samedi. Donc, je le fais tout le samedi. Et là, du coup, je sors en boîte, vertigo, after, torchon chiffon carpette jusqu'à 7h. Et là, je me dis, bah vas-y, comme j'ai fait tout le samedi, je viens pas le dimanche, de toute façon. Je dis au staff, franchement, vous dites rien, il y a personne là qui va... Et ils avaient fait un Facebook Live pour voir si j'avais été là. Ils ont dit, alors, comment ça se passe Pierre est bien là. Et ils m'avaient niqué comme ça. Putain, bien joué à eux. Et non, et bref, il y a quelques messages mythiques, dont celui-ci, qui est quand même assez haut en couleur. Bon, déjà, il y a un message au-dessus que j'avais pas vu, mais c'est « Et sinon, tu penses jouer aujourd'hui ?» Parce qu'effectivement, en fait, j'allais, par exemple, péter la finale à Clichy. C'est même pas passif-agressif. Hein. Et là, je vois, c'est 16h10 et j'ai toujours pas joué, donc c'est assez mythique, déjà. Et ensuite, on sent que ça monte. Pierre, je vais être très honnête. Tu commences sérieusement à me casser les couilles. À partir de maintenant, je te demande de respecter toutes les consignes et de marcher droit. J'en ai plus que marre de perdre du temps et de l'énergie à chacune de tes conneries ou de tes interventions dans le groupe. Point. Waouh, ouais. Ok. Bon, après, évidemment, on en rigole aujourd'hui, on en plaisante. Comme tu le dis, en fait, vous aviez juste peut-être pas eu la même... vous étiez peut-être pas d'accord sur en fait, le point de départ. C'est que le rôle de Steph, c'est qu'on fasse bien notre boulot. D'accord? C'est qu'on est payé par Winamax et on a... Ce que je réalisais pas à l'époque aussi, c'est que on a un devoir d'exemplarité et on a un devoir d'intensité et d'investissement lorsque on est par exemple à des étapes de WIPT, en fait. D'accord? Moi, j'avais grandi avec cette anecdote mythique d'Anthony Lelouch, WIPT à la Villette, qui monte des jetons sur le main, d'accord? Et qui les cache dans sa poche pour pouvoir buster plus vite et qui n'y arrive pas tellement il chatte contre tout le monde. Et le soir, au moment où il est en boîte avec les boss, il dit « Attends, je vais payer ma part ». Et en fait, tous les jetons du tournoi tombent de sa poche. Et moi, j'avais grandi avec cette anecdote que je trouvais fascinante. Je me dis, le mec, c'est un putain de dégène, c'est un ouf. Et c'était mon exemple, quoi. Et en fait, à posteriori, je me rends compte qu'en fait,
on a ce devoir de respect de jouer le tournoi à fond, on a ce devoir ce respect de faire les selfies, on a ce devoir ce respect de répondre aux Andy Stories, de répondre aux backbeats, etc. Parce que c'est ces mecs-là qui sont vraiment l'essence du poker, les mecs de club, les mecs, les amateurs, etc., qui, en fait, sont les vrais passionnés et qui sont la base, en fait, pour moi, du poker, bien plus que les professionnels. Donc, une fois que j'ai compris ça, en fait, j'ai dérivé complètement à l'opposé en disant, ouais, en fait, par respect, Steph a complètement raison, en fait. C'est que, quand tu fais une masterclass, c'est que les maîtres se sont déplacés, se sont levés, ou on sont venus de la Guadeloupe pour te voir, et pour voir leur HH analysé. En fait, quand tu te lèves pas, t'es une merde, en fait. T'es une merde. Donc, en fait, une fois que j'ai réalisé ça, mais ça demande de la maturité, ça demande de l'expérience, ça demande... Oui, puis ça se fait pas d'un coup, c'est pas du jour au lendemain. Quand t'as 20 ans, tu comprends pas ça. Quand t'as 20 ans, tu comprends pas ça. C'est comme il y avait des gens qui me critiquaient parce que je flambais beaucoup en boîte, mais je comprenais pas ça. Je savais même pas ce que ça voulait dire 5 000 € en fait. Maintenant, aujourd'hui, je fais putain, mais t'as mis, je sais pas, 1000 balles dans une bouteille, c'est horrible. Et voilà, il fallait que je fasse ces erreurs, il fallait que je fasse de la merde. Et par contre, là où je suis content, c'est que j'ai évolué complètement à l'opposé en me disant, maintenant, au contraire, c'est vraiment le fait d'être professionnel et d'être investi, de faire bien mon taf qui compte. Et dans les relations avec staff, en fait, c'est le jour et la nuit, puisque maintenant, je suis passé du mec qui lui a fait perdre tous ses cheveux, donc qui ne l'a pas fait retrouver non plus, mais non, au mec où en fait, maintenant c'est le plus cool avec moi, parce que dans le sens où par exemple, des fois où si je vais avoir un problème, ou si je vais avoir un truc que je rate, maintenant, c'est le mec qui me soutient toujours. Tout ce qu'il veut voir, c'est l'attitude et le fait d'essayer de bien faire. Et après, si tu manques de temps en temps, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'à l'époque, je faisais rien en fait. C'est sûr que Steph, il a eu un rôle dans ton évolution, il a eu un rôle dans l'évolution du team, mais je pense que toi aussi, tu as eu un rôle dans l'évolution du team. J'ai l'impression que maintenant, tu es plus même un moteur. Tu as participé à son évolution en ayant un petit peu un coup d'avance. Tu es le joueur pro, je pense que tous les sites rêvent d'avoir. Comment ça s'est passé ce moment où tu as commencé en fait, à prendre des initiatives, à proposer des choses et peut-être à plus en donner que jamais on en avait donné. Et quand on voit comment est le team aujourd'hui, est-ce que tu ne penses pas qu'il y a certains membres du team qui peuvent peut-être se dire parfois putain il est chiant, il est trop bien en fait, il en fait presque trop, il nous oblige un petit peu à en faire plus. J'ai pas fait exprès en fait, tu vois ce que je veux dire, j'ai vraiment pas fait exprès, c'est que j'ai vraiment proposé des trucs que j'aimais faire. Et en fait, comme t'aimes faire, t'as envie de proposer 10 000 trucs parce que tu sais que tu vas kiffer, tu vois. Par exemple, pour moi, aller en stream à Paris, c'est délicieux, tu vois. Je kiffe streamer. Quand je faisais mes challenges bankroll ou quand je faisais des émissions de radio, etc. En fait, j'aime à peu près tout ce qu'il faut faire. J'aime les WPT, par exemple. J'aime aller à Cesson-Sévigné ou aller à Malaga, etc. pour faire les étapes de WPT, rencontrer la communauté. Et on fait des restos, on joue le tournoi, on fait des masterclass. Et en fait, j'ai pas vraiment énormément de mérite dans le sens où je prends vachement de plaisir à tout, et donc c'est facile. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un Pierre Calamusa qui arriverait dans le team? Tu verrais en lui un peu de ta folie de l'époque? Ouais, franchement, je change rien aussi. Parce que quand même, c'est des anecdotes stylées, franchement. Tous ces trucs par exemple, cette anecdote du WPT, je fais partie de la légende du truc, quoi. Donc, je changerai rien. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça offre un peu une perspective sur l'évolution qu'un être humain peut avoir. Tu vois, j'aurais pas aimé être ce mec de 45 balais, célib, tu sais, qui va essayer de choper les meufs de 18 ans en boîte, tu sais, comme t'en vois toujours, tu sais, avec leurs petits costards dégueulasses, là. Ça m'aurait saoulé, tu vois. Et la façon dont j'ai construit ma vie, je trouve que j'ai vécu, en fait, tout ce que j'avais à vivre tout le temps, tu vois. Genre, t'as eu plein de meufs, après tu trouves la bonne. T'as fait la fête de ouf et après tu t'assagis. T'as picolé tes 30 shots dans la soirée et maintenant t'en bois 3, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vie, quoi. C'est la vie qui passe et avec des plaisirs différents. Et aujourd'hui, putain, moi, mes grands plaisirs, aujourd'hui, c'est d'aller courir et de regarder les arbres. C'est un truc de ouf, tu vois. C'est un truc un peu plus contemplatif qui arrive. Et du coup, ça donne une sorte de vie multidimensionnelle avec des plaisirs qui changent au fur et à mesure. Et du coup, elle est beaucoup plus complexe que ce truc. Je veux sortir, j'ai 45 balais, bam, je sors, je voulais vodka avec les potos. Putain, t'as fait la même chose depuis que t'as 15 ans, quoi. Et donc, ouais, j'aime cet aspect multidimensionnel de la vie que je vis. Bon, on va parler un peu plus de cartes, un peu plus de poker et de ta carrière aux tables. Pareil, comme d'habitude, plusieurs visages multidimensionnels, comme tu dis. On va commencer par la période un peu folle. Alors, on a passé la jeunesse, là, tu es déjà dans le team. On est la première année de ton contrat, une année
Rocambolesque, pareil. On commence par remporter le WPO de Dublin sous les couleurs de Winamax pour ton premier tournoi Wina. Tu le gagnes avec une table finale mémorable contre Guillaume Diaz, à qui tu mets quelques horreurs. Louis Lénard, Ouais, la brique. exact. C'était cool. Petit 80-20 en ta faveur, enfin 20-80 du coup. Ouais, je cite souvent cet exemple de Guillaume Diaz sur l'impact de la variance. Je gagne 2 rois contre 2 valets contre lui, puis paire de 6 contre paire de dames. Et finalement, sa 3e place, tout le monde s'en bat les couilles. Et toi, t'as gagné, et ça reste un titre. Et c'était une étape importante de ma vie parce que tout le monde est content. T'as gagné le tournoi de ton sponsor, premier tournoi, incroyable, l'histoire est belle. Et ça t'assoit en fait dans le team. Enfin, et l'autre coup que je cite souvent, WSOP Europe, il part à tapis 50-50 pour le pro pour 60% des jetons à genre 8 left. Et il perd. Et si jamais il le gagne, il va au bout, quoi. Il va au bout pour moi. C'est, tu vois, ce film un peu Match Point. Tu vois, ce film de Woody Allen, Match Point, tu sais, où t'as ce moment de ta vie où tu sais pas de quel côté la balle va retomber, quoi. Et il y en a pour certains à gauche, à droite. C'est l'aspect de un petit peu, comment dire, Elle est tombée inexplicable du de la bon côté pour chance. toi, quoi. Ouais, de la chance. Voilà, elle est tombée du bon côté pour moi et du coup, s'il avait gagné ce Dame Valet de cœur contre As-Roi avec son combo draw, peut-être que ce serait lui aujourd'hui dans le fauteuil. Voilà, c'est des trucs un peu inexplicables, mais ouais, cette première année était folle. Monte Carlo en mars, table finale de la grande finale EPT à l'époque. Ouais, première fois que je fais une table finale avec 1 million d'euros à la gagne. 3 Français sur 4 joueurs. Bon, Ouais. c'est pas un Français qui a gagné, je sais pas si vous avez foutu. Un Azerbaïdjanais perdu, c'était assez incroyable. Et surtout, il y avait quand même pas mal de pression, je m'en souviens, parce qu'en fait, j'étais tellement fou. On s'est vraiment tellement des parpaings avec tout le monde. En fait, si tu regardes le reportage sur Poker News, c'est hardcore. Hein. Donc c'est Adrien Alain, Jimmy Guerrero et toi. Moi. Et en fait, on est en TF, d'accord. Et à la pause, il y a la Flore qui vient nous voir. Donc, c'est un peu, comment dire, la personne qui s'occupe de la bonne tenue du tournoi, quoi. Donc, costume, etc., qui arrive, qui nous prend derrière un paravent avec Adrien, qui nous dit on a des forts signes de collusion entre vous. Donc, à partir de maintenant, on vous demande d'arrêter de collisionner, quoi. C'est fou ça. Irréel, parce qu'on avait même pas, genre, on avait swap genre 2%, un truc comme ça, tu vois. Donc, aucun rapport, quoi. Et surtout, en fait, c'est qu'en fait, on est tellement agressif qu'on s'en battait tellement les couilles de ce 1 million d'euros à la gagne, on voulait juste envoyer des sacoches, que les gens pensaient qu'on s'échangeait des jetons. Et ça, en fait, ce qui était horrible, c'est que du coup, à chaque fois que tu jouais une main contre lui, tu disais, mais qu'est-ce qui se passe si j'y recall et que j'ai tort? Genre, je paye une main faible à la rivière parce que j'estime qu'il bluffe, et j'ai tort, ils peuvent dire, t'as collusionné. Tu laisses un walk en big blind, t'as collusionné, tu vois ce que je veux dire. Tu le 3-bet, t'as collusionné, tu vois ce que je veux dire. Tu fold sur un 3-bet, t'as collusionné. Et donc ça m'a un peu flingué ma TF en vrai. Ouais, ça te perturbe du coup. Ouais, c'était très dur. Après, il y a un autre coup légendaire, As-Roi contre, 2 rois contre As-6 sur 6-6X à la turn. Contre Bendy, quoi. Et je fais le roi. Malheureusement, ce que les gens savent pas, c'est que ça m'a rapporté 0. Donc finalement, ça n'a pas changé grand chose. Tu termines 5e. 5e, ouais. Pour 235 000 euros à peu près. En tout cas, une très très belle première année. Donc là, tout se passe bien. On continue avec un Vegas un peu spécial. C'est en 2018 Ouais. où tu rencontres quelqu'un qui va devenir un de tes meilleurs amis et quelqu'un de très important pour toi. Ouais, très important parce que il a déjà une perspective américaine, parce que c'est un Américain de vision de la vie très, très religieux, etc. Ça, c'est quelque chose auquel je n'étais pas habitué. Et c'est vrai que ils ont des points de vue très différents sur beaucoup de choses. Et donc, c'est un mec que j'ai rencontré par hasard. Il était juste à ma droite sur un tournoi à 600-800$ du Planet Hollywood, d'ailleurs. Ok. Et on avait sympathisé et on avait joué. J'avais bust ou il avait bust au bout de 3-4 heures de jeu, quoi. On était allé dîner, etc. Plusieurs fois après. On est devenus super potes, quoi, pendant. Et il se trouve, ce qui est fou, c'est qu'il allait très loin dans le main event jusqu'à la table finale et qu'il m'a demandé ensuite de le coacher pour cette table finale. Et ça a été une expérience mémorable qui a été filmée par Harper et qui était une de mes aventures les plus fortes parce que j'avais mon pote qui ensuite est allé jusqu'à la 2e place. Un heads-up épique qui a duré, il me semble, 10 heures. Quelque chose comme ça, qui avait fini très tard. Et il y avait cet aspect de préparation entre les days de l'ATF qui était fou, quoi. Qui était fou. Tu sais, ils ont ce day off, tu sais. Ils avaient un day off, il me semble, entre à 3 left.
Et donc, tu avais toute la préparation à 3 left sur les ranges, etc., qui était dingue, sachant qu'il jouait pour 10 millions de dollars, donc c'était fou. 8 millions de dollars. Ouais, il y a effectivement un reportage avec Tapis Volant, je crois, où tu le vois rencontrer, on te voit rencontrer sa mère, être chez lui. Prier. Et tous les ans, à chaque fois qu'on se met à table, on doit prier le petit Jésus. Alors que moi, je suis complètement athée. C'est marrant, Qu'est-ce quoi. qui t'avait plu en lui? Il y avait un côté un peu, Un côté pas un- repenti, mais il avait une histoire un petit peu tumultueuse dans le passé, c'est ça? Avec Car- des excès? Ouais, et non, mais en fait, il a été comme beaucoup. Il avait eu des douleurs et il prescrivait des antidouleurs, des painkillers, ce qui s'appelait, et en fait, qui étaient des dérivés de la morphine. Et en fait, il y a toute une génération en fait, qui était poussée par le lobby pharmaceutique pour que les médecins prescrivent ça. Ça a été prescrit en masse à des millions d'Américains qui sont devenus accros. Et tu avais plein d'histoires de mères de famille qui s'occupaient plus de leurs gosses parce qu'ils étaient complètement accros à ces painkillers. Et ça fait une armée de zombies. Et aujourd'hui, tu les vois encore, quoi. Tu les vois, ils sont accros au fentanyl, ils sont accros à ces médicaments, ils sont accros à l'héroïne, etc. Et quand tu vas aux États-Unis, c'est très, très prégnant de voir ces zombies qui sont dans la rue. Et lui, au lieu de se laisser aller et d'y aller, il s'est réfugié dans la foi. Il a trouvé un sens. Et maintenant, c'est le mec qui fait Ninja Warrior, qui pousse 150 coups de développé couché, etc. Presque dans l'excès inverse. Mais c'est le mec, un des mecs les plus géniaux, les plus complexes et les plus fascinants que je connaisse. Et surtout, c'est un vrai mec gentil et sympa et un très bon ami. Tony Miles. Et il est venu à Grenoble, il est venu à Lisbonne, Tu il l'as est venu un peu Dublin partout. aussi, non, pour le Il est venu WPA? à Dublin, il avait 10 runs de ouf. Il est venu un peu partout et il vient souvent à Lisbonne me voir aussi. L'année suivante, c'est ton tour avec une table finale Ouais. au WSOP où, encore une fois, tu passes pas très loin du titre. Je me souviens d'avoir bien crié pour un valet qui tombe river, je crois, qui te fait doubler contre les dames, quelque chose comme ça. Non, flop. Flobo, pardon. excuse-moi. Ouais, en fait, ce qui était incroyable, c'est que du coup, la TF était disposée de telle manière qu'on ne voyait pas le flop pour le rail. Donc en fait, je hit mon valet dans un pot qui doit avoir 100 000 $ de V. Et personne ne le Pas un voit. bruit. Ouais, pas un bruit, ouais. Non, et en fait, ce qui est fou, c'est que si je revois cette TF, j'étais vraiment pas bon, quoi. Genre, au poker, j'ai toujours porté par cette espèce de talent un petit peu, mais j'avais pas du tout bossé avec l'ordinateur. Et du coup, en fait, j'étais un peu largué techniquement. Par contre, j'avais beaucoup de chance. C'est-à-dire que je revenais ce qu'on appelle le run good au poker. J'avais énormément de chance et je faisais un petit peu nimble, quoi. Je revois les épisodes de la tête d'un pro aujourd'hui, c'est un petit peu nimble tout le long, quoi. Mais j'arrivais par mon agression, etc., à aller à peu près, à me maintenir à peu près à flot, mais j'étais pas du tout prêt techniquement pour gagner cette table finale, quoi. Table finale qui sera remportée finalement par Joao Vieira. Qui m'avait démonté parce qu'il était plus fort. Mais aujourd'hui, ça serait une autre paire de manches. Et puis, il y a le confinement 2020 aussi, qui est une année très importante pour toi en ligne. De toute façon, il n'y avait plus de live, mais ça t'a pas empêché de faire ta plus grosse perf de tous les temps qu'on a suivi en live, nous, lors du plus gros tournoi de Winamax de l'histoire, un 3 millions event qui en valait 5, sur lequel tu vas aller jusqu'à la 2e place, au terme, pareil, d'un day 3 complètement dingue, avec ce coup qui nous a marqué, même si finalement il est standard, mais quand même, As-Roi contre 2 As, à 12 joueurs ou 13 joueurs restants, que tu parviens à remporter. Alors, qu'est-ce qui se passe là? T'es quoi? T'es chez toi? T'es en slip? Qu'est-ce que c'est? Ouais, non, en fait, je suis clairement dans mon lit et en calbar, quoi, sur le laptop. Mais Il y a un petit cri quand même, il y a quelque chose. je me souviens que j'ai dit certains trucs genre yes, let's go, mais pas grand chose de plus, quoi. En fait, c'était assez immatériel. Je sais pas comment dire. D'accord. C'était assez immatériel comme truc. C'est comme. Ouais, je ressentais beaucoup moins de pression que sur une TFWSOP. Par exemple, en tout cas, il y a les caméras, c'est un truc qui est vrai, que tu es contre des vrais gens. Là, c'était bizarre, online, confinement. J'avais un peu l'impression d'être dans Walking Dead, dans une espèce de série Netflix dans ma vie, quoi. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? C'était quand même fou. On était. Parce qu'il y avait quand même des enjeux pour le coup réels, quoi. Il y avait énormément d'argent à aller Mais gagner. en fait, ce qui était fou, c'est que c'était confinement. Ma vie était comme dans un film, en fait. C'est-à-dire que je pouvais plus sortir de chez WAM. Tu vois ce que je veux dire? Sous peine de me contracter une maladie qui allait peut-être me buter, quoi. Où il y avait des morts tous les jours, etc. Donc en fait, j'étais un peu dans une espèce de phase très bizarre où tu regardes la téloche, tu grindes online, tu gagnes plein de sous, mais c'était pas vraiment la vraie vie, quoi. Donc j'avais pas vraiment une tonne de pression. Surtout quand je regarde a posteriori, c'est vraiment pas des perfs qui sont très mérités parce que ma TF, elle est ratée, par exemple. Si je regarde aujourd'hui les coups, c'était le dawa, il n'y avait pas de structure. Je fais un coup. En fait, il y a un chip leader à 3 lèvres qui s'appelait Dr System, je crois, un truc comme ça. Docteur Bayard? Non. Dr System, L'autre, Dr ok. Bayard et truc. D'accord. Et genre, le mec a 50 blindes et on a tous les deux genre 15.
Et le mec open shove au bouton, le chip leader, et je colle A8 en grosse blinde. Et le mec a genre roi 3 suité et je gagne. Sur le coup, j'étais super fier de moi, il pushait me tout, etc. En fait, maintenant que tu regardes avec la technicité et si tu regardes avec l'ordinateur, c'est un call qui doit perdre 50 000 balles, quoi. Et je l'ai gagné et j'étais très fier de moi, tu vois ce que je veux dire. Et tout le monde était très fier de moi parce que j'avais gagné, j'avais fait cette deuxième place. 3 mois après, sur l'édition d'après des Winamax Series, je gagne 2,50 pour 50 000 euros. Ouais. Bon, là, c'était plus facile parce que j'avais dit 90% des jetons en jeu. J'étais pas très bon, quoi. Pas très bon. Pas très bon, mais tu fais partie de ces joueurs qui, sur Winamax, ont Pas gagné. très bon, tout est relatif. Hein. Tout Ouais. est relatif. Hein. Mais C'est-à-dire t'as que tout gagné sur Winamax quand même. il manque le grand tournoi et il manque. C'est tout, je crois. Et 2020, il y a une autre chose après, justement, avril. Donc, je crois que c'est en janvier l'énorme tournoi où tu fais deuxième. En avril, tu reçois une perf. Et en juin, plutôt pendant l'été, en juillet-août, on te retrouve dans un tout autre format qui est inédit et qui a vraiment eu un impact énorme pour les gens, qui a beaucoup marqué, qu'on retrouve encore, qui a encore du succès, dont on nous a parlé pendant des années. C'est Make Your Bankroll Great Again, où tu te lances dans un challenge bankroll version max. Un mois. Un mois de stream en tête-à-tête avec les viewers qui n'en croyaient pas leurs yeux. Et eux aussi, ils étaient peut-être ils avaient l'impression de vivre un rêve parce qu'ils avaient un team pro, un joueur sponsorisé qui a joué les plus grosses tables du monde, qui jouait des 50 centimes, des 1 euro, des 2 euros devant eux avec la rage au ventre, avec le poing serré. On t'a vu gueuler pour des perfs à 3 chiffres. Alors que c'est même pas. À 2 chiffres. C'est même pas la blinde des À parties. 2 chiffres. Même à 2 chiffres, on était content d'aller prendre Et- 70 euros. Ouais, non, franchement, c'était les deux challenges. Alors, plus le premier que le deuxième, parce que le deuxième était presque trop facile, c'est-à-dire que j'avais le vent derrière moi, j'arrêtais pas de chatter, c'était trop facile. Le premier, c'était vraiment la galère. C'était des tours à 25 centimes, 50 centimes, 2500 joueurs, et c'était dur. C'était dur, j'ai commencé par perdre la moitié de ma roll. Les gens se foutaient de ma gueule, les gens disaient bah vous voyez, il est même pas c'est impossible de gagner, etc. Et c'était très très dur. Surtout, c'était, je crois, peut-être 22 streams en un mois. Aujourd'hui, tu fais bien, c'est ouf quoi. C'est ouf. Et il faisait chaud, clim en panne. Tu J'étais luisais. pété la dent. Tu luisais, Je t'avais une m'étais dent, pété la ouais, t'avais dent. une facette. Ouais, c'était incroyable. Et c'était la plus grande aventure de. C'était trop bien. C'était trop bien. Et j'adorais en faire une troisième d'ailleurs. J'adorais en faire une troisième sur les mêmes limites d'ailleurs. Il y avait beaucoup d'investissements de Winas sur. On s'en souvient quand on avait fait l'intro ensemble. Il y avait tout un tas de drapeaux, des mugs, etc. Et moi, après, ma plus grande récompense, c'est qu'un jour, j'étais à Bratislava et j'ai vu des mecs avec le t-shirt Make Your Bankroll Great Again. Et ça veut dire que les gens avaient kiffé, quoi. Bah, Et c'était. c'est sûr qu'une année, tu vas te retrouver en finale au WSOP contre un mec et il va te dire bah mec, c'est grâce à tes ranges, c'est grâce à tes conseils que Et je suis là. c'était honnêtement le truc le plus kiffant que j'ai fait en tant que joueur sponsorisé, quoi. Parce qu'en fait, t'as une structure et t'as une aventure. C'est important pour toi cette transmission, Non, c'est que c'était une aventure de ouf. J'avais de C'est plus l'adrénaline. la complicité avec les gens et vivre Ouais, avec t'as eux. de l'adrénaline de fou. Ouais. Parce que il y avait plus de 2000 viewers. Ouais. Donc là, ça pop dans le Ah chat bah, de c'était malade. l'année où tout le monde était sur Twitch en plus. Ah donc, ouais, c'était 2000 viewers, ça popait dans le chat. La moitié des gens qui disaient regardez, il va broke la roll ce con. Et moi qui disais mais non, tu vas y arriver. Des tickets à gagner. Et finalement, la délivrance avec une perf à genre 120 balles sur un 1 balle. Tu vois ce que je veux dire, bam, ça pop de ouf. Et c'était incroyable. C'était incroyable. Je vais le refaire, c'est sûr, je vais le refaire. Et des conseils, hein, n'oublie pas que tu donnais énormément de conseils, beaucoup de stratégies, Ah bah ouais, tu notais c'est- tout sur le bloc-notes, tu dis voilà les clés pour. Le bloc-notes, il est incroyable. Parce que le bloc-notes, il est incroyable sur le fait de cette espèce de. Tu sais que ton cerveau, généralement, il peut pas se concentrer plus de 20-30 minutes. Et toutes les 20-30 minutes, il faut que tu reconscientises le fait de te concentrer. Ça, on le faisait tout le temps avec le bloc-notes. On disait, allez, ça va donner le meilleur de soi-même, avoir une stratégie prédéfinie. Tu notes tes HH et tu vas voir si tu as bien joué, etc. Quelles adaptations à faire sur les fils, c'était incroyable. Incroyable. C'est toujours. Je vais le refaire, c'est sûr. Toujours sur YouTube, il y a toujours les ranges qui sont accessibles, donc c'est vraiment à retrouver si vous êtes passé à côté. Bon, c'est bien gentil tout ça, les up. Maintenant, il y a aussi les down. Évidemment, il y a des choses qui se sont un petit peu moins bien passées aux tables pour toi ces dernières années, en live notamment. Est-ce qu'on peut parler d'un bad run pour toi sur ces derniers temps? Ouais, parce que c'est deux années où je perds plus de 100 000 euros. Est-ce qu'on peut parler d'un bad run? En fait, sur l'échelle d'un sponsoring, oui. Parce que c'est vrai que ça fait 2 ans, du coup. Donc j'avais fait 2 TF WSOP post-confinement, on va dire. Et après, ça fait donc, du coup, l'antépénultième et l'avant-dernière, j'ai perdu. D'accord. Et beaucoup. C'est-à-dire que j'y arrivais pas, quoi. Et c'était très difficile parce que c'est documenté dans les vlogs.
Il y avait beaucoup de travail, il y avait beaucoup de pression. Et c'était un moment qui était chaud, quoi. Et j'ai vraiment fait zéro résultat, mais aussi sur les EPT, quoi. J'ai fait zéro. En fait, c'est vraiment. J'avais l'impression vraiment d'arriver à la table et de me faire pulvériser et de repartir en 5 minutes, quoi. Alors, je pense que honnêtement, sur l'antépénultième et l'avant-dernière année, j'étais vraiment pas bon. Et là, on va dire que ça fait 1 an que je redeviens vraiment fort parce que du coup, j'ai fait un petit virage où j'ai pris 2 coachs qui sont top level, etc. Ça te coûte une fortune. Oui, c'est semi-bad run, mais semi de l'impréparation et aussi le fait d'être un peu trop reposé sur tes lauriers et sur tes acquis et sur tes aptitudes innées, on va dire. Sauf qu'à un moment, ça suffit plus. Oui, le niveau général aussi qui lui t'attend pas, quoi. Et ouais, derrière, tu as des petits Bulgares et des petits Lettons et des trucs, ils t'attendent pas quand ils ont faim et que toi, tu n'as plus faim, tu te fais défoncer, quoi. Et donc, il y a eu ça, plus manque de confiance à un moment donné, certainement. Et après, il faut pas oublier aussi que, en gros, en règle générale, avec le nombre de tournois que je joue et le nombre d'euros que j'investis en buy-in, à peu près par année, 150 000, en gros, tu as un shot pour aller faire une grosse TF, en gros, et sur des tournois où il y a 1 million et plus par an. Et les 2 derniers que j'ai fait, en fait, c'était donc il y a 2 ans sur le 10K Six Max, où je me prends une espèce d'horreur de mutant où un mec me met tout As-10, 70 à 20 left, et je me la prends dans un pot qui fait 3 average, donc average TF. Et après, cette année, vous le verrez dans la tête d'un pro, je me prends un méga setup à genre 16 ou 17 left, et je bust aussi pour un pot qui fait 7 millions, tu vois, aussi mieux, qui doit faire 6 millions. Ouais, la balle qui est pas retombée du bon côté, quoi. Exactement, là où auparavant ça retombait du bon côté. Donc en fait, c'est très difficile d'estimer, parce que si je passe ce coup et que je gagne le tournoi après, donc celui je suis entre guillemets, les gens disent c'est incroyable, regardez tout ce qu'il a mis en place avec son coaching pour ça paye direct, alors qu'en fait c'est juste que là j'avais 2 dames, le mec avait 2 rois, et c'est inversé. Pour les gens, du coup, il n'y a pas de différence. Ça continue, voilà, c'est ça. Donc c'est un petit peu difficile à estimer, mais c'est sûr qu'il y a eu un manque de travail, un manque d'implication technique à un moment. Ce que j'ai trouvé dommage, c'est que j'ai réagi non pas de manière endogène, c'est-à-dire c'est pas moi qui me suis dit à un moment donné, allez, t'as plus le niveau, faut que tu y ailles. Ça a été de manière exogène, c'est que du coup j'ai Winamax qui m'a dit à un moment donné, c'était la première fois en fait dans mes négociations que on m'a toujours dit t'inquiète pas, au poker t'es au top, etc., let's go, continue. C'est la première fois qu'il me disait en tant qu'ambassadeur t'es génial, mais on se demande si t'as encore le niveau au poker. Et en fait quand t'as une entité qui dit à chaque fois t'es génial, let's go, t'as le niveau, et que le discours change, c'est qu'il faut peut-être te remettre en question. Tu vois ce que je veux dire ? Et en fait, c'était vrai à 250%. Et là, du coup, j'ai fait l'excès inverse, peut-être. C'est-à-dire que je me suis mis énormément à bosser la technique, énormément de choses à travailler. Mais c'est qu'en fait, du coup, c'est très difficile de concilier les deux, quoi. C'est-à-dire que c'est très difficile de concilier d'être un super ambassadeur qui consacre beaucoup de temps et en même temps super ambassadeur en même temps super joueur de technique. C'est dur. Oui, c'est pour ça aussi que tu étais devenu un tel ambassadeur. C'était peut-être au détriment de ton jeu. Il y a toujours un équilibre à trouver. C'est dur, et aussi parce que tu crées un espèce de truc où, comme tu sais trop bien faire ça, forcément les gens te demandent à toi en premier. C'est-à-dire que tu veux qu'un stream soit fait nickel. On va toujours me demander à moi avant s'il y a... on avait ce truc de la Team Pro Experience, par exemple. Vous savez que ça soit carré. Ils me l'ont donné à moi parce qu'ils savaient qu'il y a un nouveau que, projet et qu'on a besoin que ce soit que ce soit à peu près carré. Et donc en fait, tu as beaucoup de travail qui vient vers toi directement, et parfois ça t'empêche de travailler techniquement à côté. Ou alors il faut être vraiment une brute de travail, et il faut arrêter de scroller sur Instagram et sur YouTube, ce qui est peut-être pas plus mal. Bon, et le main event, c'est tu parlais de tes vlogs tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu ça, hein, dans ton rôle d'ambassadeur aussi, tu as amené cette nouveauté de faire vivre un petit peu aux gens sur tes réseaux sociaux ton parcours de Team Pro, ta vie, ton quotidien, et du coup avec aussi les dons, et donc ce main event, ce coup qui est un peu le cauchemar de tous les joueurs du monde, encore plus des joueurs pro, encore plus des joueurs sponsorisés, que tu as fait vivre sans semblant, enfin sans mentir à tout le monde. Tu arrives à la table, tu t'assieds, tu te relèves et tu repars, quoi, en un coup. Comment toi tu l'as vécu, en plus de ce que tu nous as transmis dans les vlogs? Ce qui est dur en fait, c'est qu'en plus à Vegas je paye mes buy-in. Donc là j'arrive, je vais au cashier, je pose 10 000 en cash, je joue une main et c'est fini. Et sidération totale, quoi.
sidération totale. Et ça a été très difficile parce que c'est une main qui techniquement est pas si complexe. C'est-à-dire que j'ai une main très forte sur un board, sur un flop qui est complètement innocent, 10, 6, 2, 6, X. Il y a des considérations techniques que les gens comprennent pas trop. C'est-à-dire que le 6 double à la turn. Et c'est la meilleure carte pour moi parce qu'en fait, la principale main que je crains dans ce coup-là, quand le mec me checkerait sur 10, 6, 2, c'est paire de 6 ou paire de 10, quoi. Donc en fait, le 6 c'est génial parce que c'est beaucoup moins probable maintenant qu'il ait cette main qui me bat et qu'il y ait des rares mains qui me battent. En fait, ce qui est fou, c'est que si c'est un coup qui arrive online, tu dis setup et next hand et voilà. Et c'est une main qui a énormément fait parler. Enfin, j'ai entendu des trucs de ouf. Genre, il a fait exprès de bust pour que on parle de lui, pour qu'il soit connu, quoi. Pas mal. Ce qui est quand même ouf, quoi. Il y avait des gens qui disaient ça, alors que putain, j'ai paire de roi sur 10-6-2 dans un post quiz qui fait 100 blindes préflop. Tu vois ce que je veux dire? Le pot, il fait 90 blindes préflop quand même. C'est 100, 200 et je squeeze à 3000. Non, le pot fait que 50 blindes préflop, pardon. C'est énorme, tu vois ce que je veux dire? Et ça m'a quand même pas mal marqué, mais au final, ça m'a fait du mal. Parce que j'ai vu aussi beaucoup de déceptions chez tout le monde parce qu'ils voulaient me voir aller loin dans le tournoi. Et il s'est passé un truc de ouf. Donc, j'ai bust avec cette paire de rois, 60 000 jetons sur 100-200. Et il se trouve que, du coup, je suis choisi pour faire dans la tête d'un pro sur le 10 000 Six Max. Donc, le même buy-in, d'accord? La même pression encore plus, parce que là, c'est pas une caméra qui est sur moi pour les vlogs, mais c'est 3 caméras, plus ils viennent faire des plans chez toi, et ils te filment en amont. T'es le mec qui est choisi, donc il y a quand même une certaine forme de responsabilité, de gravité dans le fait de commencer pour un programme qui est aussi gros, il y a autant d'argent qui est investi. Et là, je me retrouve à tapis au bout de 10 minutes. Enfin, je fais face à un tapis au bout de 10 minutes sur pareil, 9, 6, 2, 7, 2, river. Mon adversaire me met à tapis et j'ai paire de roi. Même niveau de blinde, 100-200, et je suis encore plus pro son, j'ai 70 000 jetons. Et vous verrez le résultat dans les épisodes de la Tata Pro. Waouh, c'est un teasing de fou. On ne saura pas tout de suite. Mais est-ce que du coup, ce tournoi, ça peut faire office d'épouvantail pour toi? Est-ce que du coup, maintenant, tu vas y aller différemment de d'habitude? Non. En fait, maintenant, il faut plus que je me pollue la tête avec déjà, qu'est-ce que les autres peuvent penser. Est-ce que je dois plaire à tout le monde absolument? Il ne faut pas que je fasse de vagues, etc. Et ça t'a touché un moment. Si tu dis ça, c'est qu'à un moment, ça t'a Mais bien pollué. sûr, ça m'a complètement pollué. Il y avait en fait, en gros, je pense que pour prendre une décision claire, il faut toujours jamais penser à qu'est-ce que les gens vont penser, etc. Il faut que tu aies le courage de tes décisions. Ça, c'est un truc que j'ai appris récemment, quoi. C'est que, en fait, tu t'en fous, tu t'es ridicule, tu t'en fous si t'as pris la mauvaise décision. Les erreurs, ça arrive 10 000 fois. J'avais discuté avec Adrien de ça. Il m'a dit, mais des erreurs, on en fait tous. J'en fais 30 par session. Tu vois ce que je veux dire? Le poker, c'est un jeu tellement complexe. N'aie pas peur de faire des erreurs, juste ne refais pas 2 fois la même erreur, quoi. Si tu as déjà vu le spot, ne le refais pas. Et donc, en fait, maintenant, j'essaie de principalement me baser sur l'aspect technique, d'accord, avant tout. Ensuite, essayer de rechercher des tels physiques quand je suis en live. Et après, prendre ma décision. Allez, je vais vous spoiler. Dans la tête d'un pro. Aspect technique, j'avais 2 rois qui est un main qui est toujours un call. Tel physique, la meuf était en PLS, parce que c'était une meuf. J'ai collé, elle avait R complet. Du coup, ça illustre bien que, en fait, là où j'ai eu peur, c'est que je me suis dit, si je colle avec la 2 As, je vais me prendre un tsunami de c'était sûr, qu'il est nul, qu'est-ce qu'il faut dans le team, etc. Et en fait, j'ai remarqué que je souffrais de ça parce que je savais au fond de moi que je faisais pas le nécessaire pour être au top techniquement. Et que du coup, j'en souffrais parce que je savais que quelque part, c'était mérité. D'accord ? Alors que maintenant que je sais que je fais le nécessaire pour être bon techniquement, j'en souffre plus du tout parce que du coup, je sais, bon, voilà, là c'est un call, là c'est un 3-bet, là j'ai fait une erreur, c'est pas grave, j'essaierai pas de la refaire, etc., etc. Et donc en fait, t'es en PA avec toi-même tout le temps. Alors que quand t'es pas prêt techniquement, t'es tout le temps dans ce flow où par exemple, je jouais un pot 3-bet, j'étais perdu, je détestais jouer les pots 3-bet. Maintenant que je sais bien jouer les pots 3-bet, j'adore jouer les pots 3-bet. Pourquoi tu dis ça? Tu sais bien les jouer maintenant. Donc, tu as remis ton jeu en question, tu t'es mis à travailler, tu bosses avec des coachs? Ouais, je bosse avec 2 mecs, surtout un d'ailleurs, qui est un Français inconnu du haut bataillon. D'ailleurs, c'est marrant parce que des fois, il a fait 3e du 3 millions event de Winamax Series.
il se faisait incendier dans les commentaires, tu vois, parce que personne fait son slow. Mais c'est, en fait, parfois les plays sont tellement peu orthodoxes. On avait fait un replay ensemble d'une table finale d'un million event où en fait tu devais faire tapis en tant que stack médian, dame valet suité pour 30 big blinds, etc. Ça, en fait, tant que t'as pas travaillé techniquement, tu peux pas le savoir. C'est pas inné, quoi. T'as redécouvert un petit peu le jeu? Mais c'est pas redécouvert, c'est que c'est des jeux différents en fait. C'est tout ce jeu sous ICM où en fait tu dois beaucoup, tu dois prendre pas mal de risques, par exemple la bulle, des choses comme ça. Je savais pas du tout. Tu dois 3 bêtes all-in, des dames valet suité pour 30 blindes face au chip leader, etc. C'est pas du tout des trucs que je faisais. Et tu redécouvres le jeu, les sizing, des tout petits sizing, 3-way, je sais pas, par exemple, un truc à la con, mais je savais pas que quand tu avais plusieurs joueurs dans le coup, tu pouvais jamais miser pote, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ok. Moi, je me Et souviens, donc, voilà. il y a quelques années, tu m'avais dit quelque chose qui m'avait marqué, mais faut pas le prendre du mauvais côté. C'était au contraire plutôt de l'humilité. Je t'avais demandé ce qui faisait la différence entre un joueur comme Adrian et toi. À l'époque, Adrian était déjà quand même la machina, hein. Pas autant qu'aujourd'hui, mais c'était déjà le cas. Et tu m'avais dit, finalement, tu sais, il n'y a pas grand-chose qui fait la différence entre Adrian et moi. C'est des petits détails, mais c'est ces petits détails qui font toute la différence. Ouais. Et Je- maintenant que tu as non, redécouvert le jeu, Ouais, qu'est-ce non. que tu dirais aujourd'hui? Non, c'est pas des petits détails, c'est que juste. Alors, pour Adrien, c'est un truc de fou, mais ils sont très forts techniquement, beaucoup plus forts. Ils ont beaucoup plus bossé techniquement. Pour un Joao, c'est pareil peut-être. Mais en fait, ce qui est fou, c'est que je pense que Joao et Adrien ne sont pas les plus forts techniquement au monde, mais c'est qu'ils ont cette confiance en eux et la bankroll derrière, et l'expérience en live, qui fait qu'ils sont, on va dire, top peut-être 30 techniquement au monde, mais c'est qu'en termes de confiance, d'expérience en live et de bankroll, ils sont largement au-dessus des autres, et ça leur permet de tout défoncer parce qu'ils n'ont pas peur, ils savent faire les bluffs au bon moment, ils maîtrisent leur tel physique, ils analysent le tel physique adverse. Ils ont aussi cette capacité de lecture chez Joao, par exemple, il fait attention à tout, etc. Donc non, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est juste qu'ils étaient à des années-lumière techniquement devant moi. Et toi, Quand je parle au mec qui m'entraîne maintenant, donc au début je comprenais rien parce qu'il me disait quoi. C'était un jeu différent. Un jeu différent, mais en fait, tant que t'as pas vu les réponses de l'ordinateur, tu peux pas les deviner, quoi. c'est quoi la masse de travail qui te sépare maintenant de redevenir un top player tout en haut, dans le top 100 mondial par exemple? Techniquement. 3 heures de coaching avec les meilleurs du monde, plus la capacité de faire 4 séances de 2 heures de technique en plus. Parce qu'en fait, par exemple, quand tu as 1 heure de. Mais Quand par tu as quoi? 2 heures de Par coaching mois, par an, en tout? par semaine. Par semaine. Ah oui, ok. Ouais, par an, putain, t'es bien, t'as fait 8 heures. T'es top 100. Ouais. Mais en fait, le problème, c'est que c'est très compliqué parce que du coup, par exemple, t'as le live qui te coupe, t'as ton rôle d'ambassadeur qui te coupe, ton rôle de père qui te coupe, t'as besoin de vacances, etc. C'est compliqué, hein, parce que là, par exemple, cette année, j'ai fait 3 heures de coaching par semaine toutes les semaines. C'était chaud à tenir, mon gars. Ouais. Donc parfois, c'était à Vegas, à jeter la journée. Ah, il faut faire les 2 heures de coaching là maintenant, Ah etc. oui, tu le tenais quand même. Bah ouais. Non, C'est François Pirot qui, une des raisons pour lesquelles il avait mis un terme à son contrat avec Winamax, il avait évoqué ça, le live, qui pour lui était beaucoup trop chronophage et l'empêchait de garder cette routine et le Et travail. après, il y a des mecs qui te dépassent. Et aussi, quand t'es tous les deux en live, c'est compliqué. Donc parfois, on le faisait à Vegas, c'était sympa. Mais j'ai par exemple des anecdotes où, par exemple, on est au séminaire, où je peux pas faire les activités du soir, tu sais, vous allez jouer au loup-garou, etc. Parce que j'avais mes coachings que je devais caler à ce moment-là, et donc tu devais courir après le dîner et tout. Mais quand t'aimes, c'est génial. Mais tu rattrapes là, c'est du temps que tu rattrapes ça, que tu aurais pu investir plus tôt et qui t'aurait permis d'être un peu plus libre aujourd'hui? Là, par exemple, je rattrape à vitesse grand V. Ouais. C'est-à-dire que Mais en fait, c'est toujours pareil, c'est que quand tu as Adrian qui est là, d'accord, et toi qui es là, au tout début, tu vas rattraper beaucoup, parce que, par exemple, le 3-way, tu sais rien, donc tu vas progresser un truc de ouf. Après, une fois que tu vas arriver là, probablement, ça va faire comme ça, quoi. Et le truc, c'est que celui qui continue de bosser, ça va rester comme ça, quoi. Ouais. En gros, mais là, clairement, par exemple, je sens que je suis... Si tu prends les règles par exemple, jouer le 10K6 Max, j'avais l'impression d'être tout le temps parmi les 2 meilleurs joueurs de la table, quoi. Ou j'ai joué avec Shidwick, par exemple, j'ai plus été si impressionné, tu vois. J'étais avec Jonathan Jaffe, Shidwick, etc. Le seul qui m'a impressionné un peu, c'était Adri, parce que il fait un peu peur, etc. Tu vois ce que je veux dire? Au poker, hein, c'est pas dans la vie, mais c'était cool. Ouais. Bon, et alors maintenant la suite, hein, tu nous en as parlé
Ça revient très, très souvent et on comprend pourquoi ta vie de papa, c'est quoi ta vie de papa et de joueur pro, ça nous paraît tellement enfin c'est pas compatible. Ouais, Le c'est Viet pas Fou, le compatible. le Viet Fou déjà, hein, on n'oublie pas ton pseudo, il faudra que t'en changes un jour parce que maintenant t'es le papa sage quoi. Tu penses qu'ils accepteraient que je change? Ça serait fou. Les gens n'accepteraient pas. Ouais. Honnêtement, c'est très difficile parce que j'ai beaucoup de temps loin de ma fille. C'est ça qui est peut-être le plus difficile. Par exemple, quand elle est née, 2 semaines après, je suis parti 1 mois. Ouais. Quasiment. C'est-à-dire que j'avais Poker Society à commenter, plus le PT Prague dans l'ordre inverse. Mais du coup, je suis parti 1 mois presque. Et du coup, de 2 semaines jusqu'à presque 1 mois et demi, j'ai pas vu ma fille, quoi. Et ça arrive très souvent que je la vois pas pendant des très très longues périodes de temps. Donc ça, c'est très difficile à gérer parce que c'est tout le temps des constants au revoir et des constants un peu semi-déchirements. Ça va, hein, tu vois ce que je veux dire? Tu pars 1 semaine, 2 semaines, 1 mois. Mais c'est pas si facile, mais c'est que du bonheur. Et après, c'est la vie. Elle est Et faite le comme ça. quotidien, c'est comment de grinder online? Comment tu organises ta journée? Est-ce que vous essayez qu'elle s'adapte un petit peu aux horaires? Quand elle est avec moi, elle s'adapte quand même pas mal aux horaires. C'est-à-dire qu'elle se couche franchement à 2h du mat, elle se lève à midi. Donc c'est nickel. Vous la décalez? Ouais, c'est ça. J'essaie de la décaler le plus possible. Et honnêtement, elle se développe vachement bien comme ça. Et après, j'essaie quand même d'être un papa qui, alors certes, je la vois pas très souvent, mais quand je la vois, qui est très présent, quoi. Qui est très présent, qui est là du matin au soir, qui essaye de. Parce que encore une fois, t'as deux façons d'être papa, hein. Tu peux la foutre devant la téloche et elle bouge pas, ou tu peux lui proposer des activités, mais c'est challengeant parce que elle te prend le livre, elle te le balance au bout de 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire? Tu dois aller au parc, à la plage, le truc, 30 secondes. T'as l'impression d'avoir fait 1000 trucs. Mais c'est ça, être un très bon père, et c'est ce que j'essaie de m'atteler à faire. Alors, ce qui est fou dans la paternité, c'est que tu fais que des trucs chiants et relous presque. C'est-à-dire que elle mange, c'est un carnage, et t'es récompensé par un sourire. Et je trouve que c'est le plus beau truc où t'es récompensé par un câlin ou un bisou, tu vois. Et c'est le plus beau truc qui puisse t'arriver. Voilà. Donc tu sens que c'est plus un équilibre? Ouais, c'est un équilibre. Après, c'est vrai que t'as beaucoup de temps sans elle, quoi, même. C'est comme ça. Est-ce que, sans être dans le cliché, ça te donne une raison de grinder? Ça te donne Non. une raison de Non, par travailler contre, plus? oui, non, parce que j'aime ça. Non, pas du tout. Non, pas du tout, c'est que j'adore ça. J'adore, tu montres une main sur l'ordinateur et la solve, j'adore ça. On a un groupe sur Discord où, en gros, chaque session, je prends toutes mes HH et le mec me répond. Et j'ai un truc pavlovien de dopamine au moment où je vois qu'il est en train de me répondre. Parce que je vais avoir mes réponses, c'est parce que je kiffe de malade. Donc non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que j'aime mon métier, que je suis passionné de mon métier. Mais voilà, le prix à payer, c'est que t'es souvent un peu à Prague ou à Vegas ou un peu partout dans le monde et loin de ta famille, mais c'est comme ça. Maintenant que tu as ce... Ah oui, t'apprends la peur aussi. Ouais. C'est que quand j'ai pas du tout peur de la mort ou quoi que ce soit, mais j'ai peur que ma fille souffre. Un truc de ouf. C'est-à-dire que tu te sens que s'il lui arrive quelque chose, c'est le drame absolu. Maintenant que tu as un mini toi, on va parler un peu d'avenir. On va conclure avec ça. Comment est-ce que toi, Pierre Calamusa, tu t'es réinventé déjà 1000 fois? Comment est-ce que tu vas te réinventer en tant que joueur sponsorisé? Ton rôle d'ambassadeur, cette transmission que tu as avec les gens parce que tu aimes ça, ce que tu nous as bien exprimé, c'est quoi pour toi dans les années qui viennent? Comment tu vas continuer ton parcours de joueur W, de joueur de poker et de jeune papa? Ouais, alors, c'est vrai que maintenant que ça fait 10 ans que je fais ça, donc en fait, tu as cette espèce d'aspect de roulement du joueur sponsorisé, donc être là pour la communauté, les WPT, le duel de pro qu'on fait en ce moment, les streams, etc. Ça, c'est la base de ton travail. Et j'aimerais de temps en temps qu'on fasse comme à l'époque du challenge bankroll, un truc nouveau, feu d'artifice, un gros projet comme ça. Alors il y a eu Poker Society, il y a eu pas mal de choses qui ont été faites, mais j'aimerais faire un truc peut-être pour réinventer le truc de Team Pro. Alors je sais pas exactement ce que ça pourrait être. J'ai à la fois 1000 idées, à la fois pas d'idées du tout, mais pourquoi pas trouver une nouvelle forme de poker, par exemple. On a vu cette forme de poker où il y avait des cartes, comme un petit peu des sortes de spells. Je trouve que c'est une idée qui est à creuser, d'accord. On a vu les formats KO, Mystery, etc. Ça aussi, j'aimerais, pourquoi pas, trouver un format qui puisse être fun et intéressant à jouer dans le futur, des choses comme ça, et le promouvoir. Donc,
une nouvelle forme de chaos, promouvoir ça à travers un challenge, des choses comme ça, ça peut peut-être arriver vite. Et le poker, justement, tu le vois où là dans 5 ans? Ça va, là maintenant, c'est facile, on a atteint le seuil et ça va être comme ça pendant 30 ans. Bah, Ou plus. On souhaite, on espère. Non, alors j'aimerais qu'il y ait un boom avec une nouvelle variante, par exemple. Mais pour moi, là, en fait, on est stable depuis le confinement. Et ça va rester comme ça pendant des dizaines d'années parce que c'est un jeu qui est cool. Et voilà, il y aura toujours des problématiques de sécurité, d'intégrité sur lesquelles on travaille beaucoup. Et on va faire en sorte que ce jeu soit toujours fun pour tout le monde pendant ces 100 prochaines années. Putain, je serais vieux pour ces années de sponsoring. Non, parce que c'est vrai qu'en fait, tu réfléchis dans 30 ans. Ben, on aura tous 70 balais en train de jouer. Oh, ce truc relance de paire, et toi? Je ne sais pas, je crois que j'avais flush. non, tu es hauteur 8, Michel. C'est tout ce qu'on souhaite. Écoute, Ouais. merci beaucoup Pierre Merci les gars. pour cette interview et puis on te retrouve très vite, on espère, aux tables et pourquoi pas avec un petit bracelet au poignet, ça ferait vraiment plaisir à beaucoup de monde je pense. Allez. All interview, Pierre Calamusa, Arrête, j'ai envie de pleurer déjà. première.